Madame, Monsieur, bonsoir. On y est ce lundi 3 septembre 2018, un jour de rentrée scolaire. Ça n'est bien plus que les autres. L'événement fait événement parce qu'intervenant dans un contexte très particulier, la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, le retour progressif à la normale dans l'extrême nord et aussi, pourquoi ne pas le dire, un vent de réforme dans les programmes du second cycle de l'enseignement secondaire général. Tout ceci a provoqué ces derniers jours une suractivité dans le cadre des préparatifs de cette rentrée. On va aller ce soir au-delà des effets d'annonce et voir ce que nous promet réellement cette nouvelle année scolaire. L'invité d'Actualité Hebdo est l'inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires, le professeur Catherine Aoudjan-Sata. Bonsoir, professeur. Bonsoir Alain Belibi, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui vont reprendre dès demain le chemin de l'école. Chacun s'est reconnu. En bonne place également dans cette émission, mesdames, messieurs, ce qui est le point d'orgue de l'actualité de cette semaine, la visite du président de la République et de madame Chantal Biya en Chine. Cela dit, madame l'inspecteur général, la question qui vient naturellement s'agissant de la rentrée scolaire cette année, elle découle de ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest ces 2 dernières années. On ne va pas s'étendre outre mesure là-dessus, mais je crois savoir que la réunion de concertation organisée la semaine dernière au ministère des enseignements secondaires s'est préoccupée de la question. Comment appréhendez-vous la rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest? Au niveau du ministère des enseignements secondaires, tout est fin prêt pour que la rentrée soit effective sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest, nous savons que nous avons pris toutes les dispositions pour que les élèves rentrent effectivement dans les salles de classe dès demain. Il y a une stratégie spéciale pour ces 2 régions. Stratégie spéciale. L'année dernière, ils ont eu un programme spécial. Tout simplement parce qu'ils ont pratiquement passé toute l'année d'avant sans avoir véritablement d'enseignement. Ils ont donc bénéficié d'un programme spécial. Cette année, ils vont rejoindre l'ensemble des élèves du Cameroun pour poursuivre un seul et même programme. Alors je retiens qu'il y aura rentrée scolaire lundi 3 septembre 2018 dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est notre espoir. Venons-en maintenant à ce que je vais appeler la grande affaire de cette rentrée scolaire, ces réformes qu'on nous annonce dans le second cycle de l'enseignement secondaire général. Première remarque, madame l'inspecteur général, l'essentiel des préoccupations porte sur les séries littéraires. Pourquoi ce parti pris? C'est une fatalité? Alors, ça ne pourrait être une fatalité. Les séries littéraires ont leur orientation. Toutefois, nous sommes dans la professionnalisation des enseignements, ce qui fait qu'il y a un regard particulier sur tous ces élèves qui sont dans les séries littéraires et qui doivent rentrer comme tous les autres dans le tissu social. Pour ce faire, nous avons pensé à 2 séries, 2 nouvelles filières, si vous voulez, 2 nouvelles séries, la série art cinématographique et la série sciences humaines. Alors, parlons un peu des arts cinématographiques. Quelle est la philosophie qui sous-tend la création de cette série? Pourquoi cinématographique? Pourquoi pas danse? Pourquoi pas musique? Pourquoi pas des choses distrayantes? La série art cinématographique, si on regarde le cinéma, c'est un art total qui fera appel à la chanson, à la danse. Et il semble d'ailleurs que plusieurs métiers gravitent autour du cinéma. Il est donc question d'initier. Quand nous parlons même d'art cinématographique, nous voulons susciter l'envie chez les jeunes Camerounais de prendre ces orientations, ces divers métiers qui gravitent autour du cinéma. Je suis curieux de savoir qu'on va leur enseigner. On va leur enseigner la réalisation, on va leur enseigner à être acteur dans des films. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? À être le script, à être tous ces métiers? La réponse se trouve du côté de la CRTV qui nous accompagne dans cette affaire. Nous travaillons avec les professionnels. Nous avons fait appel par exemple à Basek Bakobio, que nous connaissons tous avec les écrans noirs, et nous entendons former les formateurs à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel des Kounou,
qui est donc un pan de la CRTV. Nous n'avons pas la prétention de maîtriser le domaine du cinéma, mais nous pensons que cette activité est importante pour notre nation. Mais ce domaine est tellement, pour ceux qui le connaissent, il est tellement vaste, tellement spécifique, qu'on peut avoir l'impression que ce que vous allez apprendre à vos élèves, c'est des rudiments. Tout à fait. Tout à fait général, des choses qui vont se dépêcher d'oublier une fois sortis des salles de classe. J'ai dit tantôt, ce que nous recherchons, c'est susciter l'envie chez ces jeunes Camerounais qui peuvent donc par la suite se spécialiser dans l'un des domaines. Ça peut être ici au Cameroun, ça peut être ailleurs. Parce que le cinéma, il faut le reconnaître, est très développé dans d'autres pays. Nous sommes allés, par exemple, en France, nous sommes allés voir ce qui se passe en Belgique. Et nous avons vu comment les jeunes, eux, ils commencent en classe de première. Nous voulons commencer en classe de seconde. En classe de première terminale, et ces enfants réalisent des documentaires à ce niveau. Et une fois sortis du cycle secondaire, ils peuvent vraiment développer leurs compétences ailleurs. S'agissant maintenant de la série Sciences humaines, oui. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle série? Oui. La série Sciences humaines, et lorsqu'on regarde d'ailleurs l'affichage, on pourrait même se demander pourquoi on a scindé Sciences humaines et série A4. Parce qu'au niveau de l'affichage, on va retrouver pratiquement les mêmes matières en dehors de la deuxième langue. Mais qu'est-ce qui motive réellement ce choix? Nous pensons qu'on a très souvent noyé cette série dans la série A4. Parce que au niveau du supérieur, vous avez cette filière sciences humaines. Et ce que nous voulons, et comme je l'ai dit avec la série art cinématographique, nous voulons susciter l'envie chez les jeunes Camerounais de prendre cette orientation vers la filière sciences humaines à l'université. Et tout change au niveau des contenus d'enseignement. Maintenant, Madame l'inspecteur général, on se serait attendu dans un pays comme le Cameroun, à vocation agricole, qu'on nous parle un peu plus d'agriculture que de cinéma, que de sciences humaines et que de philosophie qu'on va enseigner désormais à partir de la classe de seconde. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment que les sciences humaines, le cinéma, la philosophie sont plus adaptés à notre environnement que l'agriculture? Alors, je pense qu'il faut aller un peu au-delà des programmes pour se demander quel type d'homme le Cameroun veut former. À partir de cette question, nous remontons donc à la loi de l'orientation de 1998. Nous interrogeons également le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Nous allons également interroger le document de stratégie du secteur de l'éducation et de la formation. À partir de ces documents, on peut donc se rendre compte qu'on a besoin d'un Camerounais enraciné dans sa culture et ouvert au monde. Toutes ces filières nous amènent à former ce type d'homme. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans notre petit cocon et penser que nous avons formé les Camerounais. Et tout est dans la diversité. Mais vous savez parfaitement, professeur, que notre système d'enseignement est réputé pour ne pas être adapté à notre environnement. Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'adapter le système d'enseignement avec le cinéma, avec les sciences humaines, avec la philosophie à notre environnement? Tout à fait, Alain Belibi. Et là, vous m'amenez à parler de ce que tous les Camerounais attendent aujourd'hui parce que ils ont écrit dans les réseaux sociaux, ils se demandent pourquoi l'approche par les compétences. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi l'approche par les compétences? Il faut aller au-delà des programmes. Parce que ce que nous oublions très souvent, c'est que c'est le curriculum qui oriente l'écriture des programmes. Et le curriculum a été élaboré depuis 2008. Depuis 2008,
on a élaboré le curriculum de l'enseignement secondaire au Cameroun. Nous avons été accompagnés par les Canadiens, nous avons été également accompagnés par les Belges. Je vous suggère qu'on reparle de cette question d'approche par les compétences et surtout de l'accueil que reçoit cette question dans les milieux enseignants. Oui. Mais reparlons de la réforme. Cette obsession quasiment à enseigner la philosophie dès la classe seconde, elle obéit à quoi? Alors, pourquoi enseigner la philosophie en classe de seconde? Nous sommes d'abord un système éducatif, même s'il y a deux sous-systèmes. Et vous allez noter que dans le sous-système anglophone, on commence avec la philosophie en classe de quatrième. En classe de quatrième. Et si nous voulons peut-être pas harmoniser, nous voulons bien garder pour le moment les deux sous-systèmes, mais il faudrait quand même que qu'on rapproche les élèves qui sortent du système camerounais, c'est-à-dire en classe de terminale, qu'ils aient à peu près le même profil. Ce que je voudrais insister sur un aspect lorsque nous parlons de philosophie en classe de seconde. Nous n'avons pas changé le côté horaire. Ce que nous voulons mettre sur pied, c'est les 8 heures de philosophie qu'on assène à l'élève qui arrive en classe de terminale. C'est une nouvelle matière. Et du coup, il est obligé de rencontrer le même enseignant pendant 8 heures. Et s'il a alors un mauvais enseignant, ça devient très difficile pour l'élève qui doit le subir. S'il est un bon enseignant, le temps passe très vite et l'élève n'a pas l'impression d'avoir véritablement appris la philosophie. Ce qui fait que dans les séries littéraires, nous gardons les 8 heures de philosophie, les 8 heures qu'il avait en classe de terminale. Nous essayons de prendre 2 heures en classe de seconde. Et là encore, tout est dans les contenus d'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces contenus d'enseignement? C'est vraiment l'initiation, un cours d'introduction à la philosophie. Et ce cours va permettre à l'élève de classe de seconde d'asseoir, c'est-à-dire d'aimer. Ce qu'on veut, c'est susciter l'envie d'apprendre la philosophie. Et quand il ira en vacances, il dira à ses frères, j'ai appris la philosophie en classe de seconde. J'ai appris la philosophie, on nous a parlé. Et puis, il y a quand même Rabelais qui disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alain Belibi, je vous invite à regarder notre environnement aujourd'hui au Cameroun. Cet environnement nous interpelle. Et il faudrait que très tôt, le jeune Camerounais sache que sa liberté s'achève là où commence celle de l'autre. Et ça, il faut inculquer ces notions-là. Ce faisant, professeur, est-ce qu'on n'alourdit pas la charge, le volume de travail de l'élève en lui proposant de commencer la philosophie en classe de seconde? Tout au contraire. Nous sommes partis de 37 heures de cours à 32, autant pour moi. 37 heures de cours. Dans le monde entier, l'idée, c'est d'alléger les programmes. Mais quand on arrive au Cameroun, nous sommes tellement accrochés à l'ancien système. L'impression qu'on a toujours eue en regardant les produits de l'enseignement secondaire général ici, c'est que nous avons des têtes bien pleines et qui ne sont pas faites du tout. Tout à fait, Alain Belibi. Nous avons des têtes pleines. Et nous voulons aujourd'hui que l'élève camerounais puisse utiliser les notions apprises en classe pour résoudre les problèmes de la vie. C'est cela aussi l'approche par les compétences. Tout tourne autour de cette approche. C'est un choix. C'est un choix de notre système. Nous avons même, au premier cycle, nous avons même parlé de l'approche par les compétences avec entrée par les situations de vie. Nous y reviendrons. Alors, je note également dans la réforme qu'on nous propose qu'il y a des coups de crayon, comme ça, qui sont passés par-ci, par-là,
l'histoire supprimée en classe de première C, la géographie supprimée en classe de terminale C, il n'y a plus de sciences de la vie et de la terre en seconde C, de la seconde C à la terminale C, la physique et la chimie supprimées du programme des séries littéraires. Est-ce que j'ai l'impression que tout ceci va trop vite? Ce que nous voulons donner à ces jeunes Camerounais, c'est la culture dans le domaine scientifique. Ils ont donc physique, chimie, technologie, sciences de la vie et de la terre sous un même package que l'on appelle sciences dans ces classes. C'est une méthode d'enseignement, ça? Tout à fait. Et c'est la pédagogie de l'intégration. Il y a une innovation qui va probablement beaucoup faire parler d'elle. Oui. Les langues nationales qui font leur entrée dans le programme. Après vous avoir dit bravo, j'ai très envie de vous demander également, avec ces 260, 280, 300 langues qui sont parlées au Cameroun, comment vous allez vous y prendre? Nous partons de l'ouverture à l'école normale supérieure de Yaoundé de la filière langue et culture camerounaise. Dans cette filière, on recrute, on a sélectionné, si vous voulez, on a sélectionné un certain nombre de langues qui sont donc étudiées, et je pense que nous nous acheminons vers un choix. Quand vous allez par exemple au Sénégal, est-ce que le Sénégal n'est pas arbitraire? Non. C'est justement cet arbitraire que nous sommes en train de peut-être de craindre. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, on n'a pas tranché pour dire que voici la langue qui sera apprise sur l'ensemble du territoire. Mais avec le temps, il faudrait peut-être qu'on y arrive. Avec le temps, il faudrait que quand un enfant a fait ses études dans un coin du Cameroun, qu'il puisse parler la langue dominante de cette région-là. Alors, je vous pose une question que je suppose chaque Camerounais va vous poser, et je ne la pose pas à très haute voix pour ne pas soulever des remous. Oui. Est-ce que l'étonne a été retenu parmi les langues qui vont être enseignées? Non. Pourquoi spécialement l'étonne? C'est que nous avons les langues bantoues. Vous voyez, si nous prenons l'étonne, celui qui parle Ewondo, celui qui parle Boulou, celui qui parle, nous comprenons. Nous nous comprenons parfaitement, et je pense que de ce groupe linguistique va émerger une langue qui sera probablement enseignée. Ça veut dire non, il n'y a pas d'étonne. Je n'ai pas encore dit cela. Alors, Madame l'inspecteur générale, une dernière question sur ces réformes. Où est-ce que vous allez prendre les enseignants? En ce qui concerne la philosophie, c'est le même quota horaire qui reste. Nous avons 2 heures en seconde, 2 heures en première et 4 heures en terminale, ce qui fait les 8 heures que nous avions en classe de terminale. En ce qui concerne les arts cinématographiques, c'est un travail de longue haleine. J'ai dit tantôt que nous avons travaillé avec les professionnels. Nous continuons cette innovation. Voilà pourquoi nous n'avons pas osé commencer cette année. Il fallait d'ailleurs préparer les esprits à accueillir cette réforme. Nous n'avons pas commencé avec les sciences humaines pour que très librement les élèves puissent choisir soit art cinématographique, soit sciences humaines. Et je voudrais quand même ouvrir une parenthèse parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, est-ce qu'on va étendre l'enseignement des arts cinématographiques sur l'ensemble du territoire? Pour le moment, nous avons sélectionné 6 établissements qui seront donc opérationnels dès l'année prochaine. Et dès la rentrée 2019-2020, les arts cinématographiques seront opérationnels. Pour ce qui est des matières techniques, nous sommes en train de former, toujours à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel des Kounou, nous sommes en train de former notre personnel. Parce que vous savez également, c'est le personnel du ministère qui va assurer ces enseignements. Nous avons élaboré les programmes avec les professionnels, mais
même si nous faisons appel aux professionnels, ils vont constituer une partie et nous aurons toujours besoin de nos enseignants qui sont déjà sur le terrain et surtout ceux qui s'intéressent aux arts cinématographiques. Voilà. Et comme le disait si bien Aimé Césaire, un pas, encore un autre pas, et tenir gagner chaque pas. Et les Chinois disent, le plus long voyage commence par le premier pas. Tout à fait. Voilà. Merci. On va précisément se rendre en Chine, à la suite du président de la République et de Mme Chantal Biya, qui sont en visite. Yves-Marc Medjo. Le président de la République foule le sol chinois à 12 heures, heure de Chine, soit 5 heures au Cameroun. À ses côtés, la première dame, Chantal Biya. La chaleur du pays hôte sera portée au couple présidentiel camerounais par des officiels du pays d'accueil et l'ambassadeur du Cameroun en Chine, Martin Pana, qu'accompagne son épouse. Avec une audience et un prestige qui n'ont cessé de croître sur la scène internationale, Paul Biya entame son 7e voyage en Chine, le second en l'espace de 5 mois. Le président camerounais vient en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping, célébrer aux côtés de ses pairs africains l'amitié sino-africaine. Il vient aussi et surtout rechercher de nouvelles opportunités pour le Cameroun dans sa quête d'émergence. Son agenda en terre de Chine en cette fin du mois d'août 2018 s'annonce en cela des plus chargés. Déjà au menu de cette première journée, un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping, suivi d'une rencontre bilatérale élargie aux 2 délégations. À cette rencontre est prévue la signature de nouveaux accords de coopération entre la Chine et le Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, accueilli dans la plus grande solennité à son arrivée au Grand Palais du Peuple, le cœur du pouvoir politique, ici en Chine. C'était déjà le cas dans cette enceinte en mars dernier, à l'occasion de sa visite d'État. Comme entre deux amis qui se portent estime et respect mutuel, les retrouvailles entre Paul Biya et Xi Jinping seront des plus chaleureuses. Divers témoignages d'attention étendus au reste de la délégation camerounaise, associés à ce tête-à-tête des dirigeants camerounais et chinois. Le profil des membres du gouvernement retenus pour accompagner le président Biya dans le cadre de cette 7e visite officielle en Chine, la seconde en l'espace de 5 mois, reflète pour l'essentiel les principaux centres d'intérêt de la partie camerounaise. En effet, à cette rencontre à forte tonalité économique ont été associés le président de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun et le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM en abrégé. Dans une brève mais dense déclaration, le président hôte de Chine commence par se féliciter de l'exemplarité de la coopération entre la Chine et le Cameroun, une coopération qui n'a eu de cesse de monter en puissance au fil des ans et plus particulièrement depuis la dernière visite d'État du président Biya dans l'Empire du Milieu. En réponse, le chef de l'État camerounais commence par apprécier la qualité du soutien multiforme de la partie chinoise à notre pays. À ce partenaire stratégique qui a décidé d'accompagner le Cameroun dans sa marche en avant, le chef de l'État, dit ambassadeur des intérêts de son pays, va présenter le portefeuille des projets en quête d'accompagnement. Les autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-Simalène dans leur seconde phase et Edea-Kribi. À tout ce portefeuille de projets, le partenaire chinois va accepter d'apporter son total concours, avec en prime une assistance technique aux hôpitaux de Bouya, Balmayo et gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et au développement des infrastructures routières et maritimes dans le cadre du gigantesque projet de la ceinture et de la soie. Et c'est naturellement satisfait de cette belle moisson que le chef de l'État camerounais et l'importante délégation qui l'accompagne vont quitter le palais présidentiel chinois avec la satisfaction du devoir bien accompli. Je voudrais maintenant évoquer avec vous, Madame l'inspecteur général, le professeur Aoun Jansata, une question que vous avez abordée vous-même tout à l'heure. C'est une question qui fâche. L'approche par les compétences. Dans les milieux enseignants, je crois que vous le savez, c'est le tollé. On n'en veut pas.
Pourquoi? Alors, on n'en veut pas. Je ne pense pas que que cela relève de notre volonté. L'approche par les compétences Une méthode pédagogique. Est une méthode pédagogique. Et puis, nous avons parlé de renouvellement d'un système. Et je voudrais remonter un peu dans les années 50. Dans les années 50, c'était le magistrat Dixit, le maître a dit. Et lorsque il y a eu une sorte de révolution avec les travaux de Jean Piaget, on a parlé de la révolution copernicienne dans l'enseignement parce que l'enseignant cessait d'être au centre de l'apprentissage pour que l'apprenant construit avec l'enseignant ses propres savoirs. Aujourd'hui, nous avons évolué, nous avons marqué un pas de plus avec l'approche par les compétences. Avec l'approche par les compétences, il faut d'abord interroger ce que nous appelons le curriculum. Et je l'ai dit à l'entame de notre entretien que le curriculum oriente et articule les programmes. Nous n'inventons rien. Le Cameroun n'est pas un vase clos et personne aujourd'hui ne peut évoluer en vase clos. Nous devons nous arrimer à la norme internationale qui veut qu'aujourd'hui on parle d'approche par les compétences. Alors, concrètement, lorsqu'on parle d'approche par les compétences, on parle de quoi? Et je ne vais pas accuser les enseignants d'être de mauvaise foi. Je ne veux pas les accuser. Je sais que c'est des personnes très intelligentes qui savent exactement ce qu'ils veulent. Mais il arrive que lorsqu'on a préparé ces enseignements, on ne veut plus sortir de ces papiers et on s'y accroche et toute innovation connaît ce problème. Mais une innovation, tout changement ne trouve pas l'adhésion. Est-ce que cette innovation mérite d'être poursuivie? Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler d'adhésion. Les enseignants, ils se sont plaints et ils avaient raison. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Nous avons résolu le problème de la formation des enseignants avec le projet de formation continue mis sur pied à l'Inspection générale des enseignements. Aujourd'hui, nous avons 58 centres de formation qui sont opérationnels malgré la modicité des moyens que nous avons dans ces centres. Les centres existent et nous avons commencé un travail qui nous satisfait. Alors, en quoi consistent ces centres de formation? Nous travaillons, nous faisons des formations en cascade. Nous commençons d'abord par nous accorder au niveau de l'inspection générale, parce qu'il y a 9 inspections, inspections de pédagogie, nous nous accordons à ce niveau-là. Nous rentrons au niveau des inspecteurs nationaux, nous travaillons avec eux. Nous nous accordons à ce niveau et nous descendons dans les régions. Nous nous accordons avec les inspecteurs régionaux. Une fois que nous avons travaillé avec les inspecteurs régionaux, nous allons dans les 58 départements pour travailler avec les animateurs pédagogiques. Ce qui fait qu'en 3 semaines, nous avons couvert l'ensemble du territoire parce que les animateurs pédagogiques rentrent dans les établissements travailler. Et c'est ce qui a manqué quand même à la réforme, il faut le reconnaître. Et les enseignants ont exprimé leurs besoins de formation et nous sommes engagés dans cette logique de formation des Je vous enseignants. répercute, Madame l'inspecteur générale, Oui. je vous répercute ce que j'ai entendu dans les milieux enseignants au sujet de cette méthode approche par les compétences. Ce qui se dit, c'est que c'est un surcroît de travail pour les enseignants et les apprenants, eux, bénéficient, on mâche tout, ils n'ont plus qu'à digérer. Tout à fait. C'est pour cela que je parle de la pédagogie de la réussite. L'approche par les compétences, la pédagogie de la réussite. Et je voudrais vous décliner en quelques mots la logique de compétences. La logique de compétences, parce que lorsqu'on parle de l'écriture des programmes, ce que nous faisions jusqu'à présent, c'était l'entrée disciplinaire. C'est-à-dire,
on met des disciplines côte à côte. Tel enseigne le français pour le français, l'anglais pour l'anglais. Aujourd'hui, on voudrait prendre un peu de recul et se demander pourquoi on enseigne telle ou telle notion. Même à l'intérieur d'une matière, pourquoi pas telle autre? Pourquoi on commence par telle ou telle notion plutôt que telle ou telle autre notion? Alors on se pose toutes ces questions et on rentre donc dans ce qu'on appelle le référentiel de compétences. Il faut mettre sur pied des compétences parce que si nous voulons former un Camerounais autonome dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de ses multiples rôles sociaux, il est bon qu'on mette en place des compétences. Et nous, au premier cycle, je l'ai dit tantôt, nous avons ajouté entrer par les situations de vie, tout simplement parce que la compétence ne se mesure que dans l'action. Lorsque vous réalisez votre émission, vous préparez l'émission et vous interrogez plusieurs éléments. C'est ces éléments mis ensemble qui donnent un poids à votre émission. Et c'est ce que nous voulons préparer chez les apprenants en leur donnant non seulement des connaissances, c'est-à-dire les savoirs, les habiletés, c'est-à-dire les savoir-faire, mais aussi les capacités, les savoir-être. Et c'est cet ensemble qui forme ce que nous appelons la compétence. Et cette compétence doit répondre aux besoins réels des apprenants. Il y a un surcroît de travail, et vous l'avez dit, et c'est vrai. Voilà pourquoi nous pensons que, au-delà de cette formation, nous devons nous asseoir et interroger nos pratiques. Ça n'aurait pas dû être fait au préalable, avant l'introduction de la réforme? Ça aurait dû être fait avant la réforme. Mais, puisque construisons le pont en le traversant, il faut bien qu'on avance. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer. Nous pensons que nous allons nous asseoir et interroger nos pratiques. Nous poser la question de savoir d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous, avec cette affaire d'approche par les compétences. Et ce rendez-vous est pris les 12 et 13 septembre au Palais des Congrès. On espère que ça va aplanir bien de divergences. Je voudrais revenir sur les préparatifs de la rentrée, revenir sur un temps fort et préparatif. Oui. C'était un conseil de cabinet qui s'est tenu cette semaine à l'immeuble Étoile, sous la présidence du ministre Philémon Jean-Pierre Ndiana. Encore quelques temps et ce sera le grand départ pour l'année scolaire et universitaire 2018-2019. À juste titre, le conseil de cabinet de ce mois d'août a été exclusivement consacré à cet important rendez-vous de la vie nationale. À l'unanimité, assurance a été donnée par les 3 ministres en charge de l'éducation au Cameroun. Il y aura bel et bien rentrée scolaire et universitaire aux dates prévues sur l'ensemble du territoire national. D'où cette invitation de la ministre des Enseignements secondaires aux parents d'élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest en rapport avec la situation sécuritaire qui y prévaut. Envoyer tous les enfants à l'école parce que c'est un bien universel. Le chef de l'État l'a rendu accessible à tous les Camerounais. Nous devons en profiter, sinon qui va gouverner notre pays. Madame la ministre a également relevé pour s'en féliciter les innovations introduites dans son secteur, tant en termes de gouvernance qu'en termes de contenu des enseignements. Des innovations, il y en a également dans l'enseignement supérieur. C'est le cas par exemple de l'admission dès cette année académique des bacheliers littéraires à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en ingénierie informatique. Ils sont les meilleurs dans ce secteur précis. C'est-à-dire non pas dans l'ingénierie informatique mathématique, mais dans l'ingénierie de la conceptualisation. Parce qu'ils ont un esprit plus ouvert, plus flexible, plus dense en matière de raisonnement, en matière d'invention, d'inventivité, de créativité. Quant à la boussole générale, elle se présente comme un triptyque. L'assurance qualité pour vérifier les fondamentaux que l'on enseigne aux étudiants, que l'enseignement ne soit pas au rabais, la professionnalisation pour que l'enseignement soit adapté aux besoins réels des milieux socio-professionnels et l'employabilité des
diplômés. Prescription du Premier ministre Philémon Niang au terme des échanges que les chefs de département ministériels mettent fin à la trop grande migration des enseignants vers d'autres administrations. Madame la directrice générale, ce dernier mot de Jean-Pierre Diala me permet de vous relancer sur une question que je vous posais tout à l'heure. Oui. Les enseignants, ils sont dans leur peau. C'est pour ça qu'ils vont vers d'autres ministères. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ce constat? Alors, les enseignants, ils sont mal dans leur peau, mais très souvent, lorsqu'ils arrivent dans ces administrations, parfois, ils se disent qu'ils étaient mieux. Mais comme ils ne peuvent plus rebrousser chemin, et ils restent. Ils ont peut-être quelques avantages, mais ils se rendent compte que ce qu'ils ont laissé ont évolué pratiquement par rapport à eux, parce que dans ces administrations, ils n'évoluent pas beaucoup. Ce n'est pas là la véritable raison. Vous savez, on a montré à l'enseignant qu'il ne valait pas grand-chose dans la société. Mais je voudrais dire aux enseignants de ne pas se laisser entraîner par le regard des autres. Qu'ils sachent qu'ils sont le moule de la société. Ce qu'ils vous demandent, oui, c'est des paroles comme celle-là, oui, et des actes. Les actes suivent. Les actes suivent. Petit à petit, en ce qui concerne la pédagogie, nous essayons de voir ce qu'on peut faire pour que l'enseignant se sente à l'aise dans sa salle de classe. Là, sur le plan pédagogique. Les effectifs pléthoriques, oui, des déclarations qu'on fait. Il y a quelque temps, on nous disait 60 élèves maximum par classe. On les retrouve 120 par classe. Ah oui. Est-ce que c'est vraiment une question, une préoccupation qu'il faut abandonner? Je ne veux pas dire qu'il faut abandonner, mais les réformes, il faut les faire de manière progressive. C'est ce qu'on appelle le changement planifié. Lorsqu'un changement n'est pas planifié, il va tout droit au mur. Et nous pensons que les pouvoirs publics ont la volonté de réduire les effectifs dans les salles de classe, mais ces effectifs, très souvent, c'est dans les grandes villes, c'est dans les métropoles. Ailleurs, les classes vides. On a des établissements qui ont 50 élèves. Je ne pense pas trahir un secret ici. Nous sommes tous Camerounais, nous circulons dans notre pays et nous voyons que dans certains établissements, à l'arrière-pays par exemple, les établissements sont quasi vides. Bon, il y a également que la répartition, le problème de la carte scolaire, là aussi, on ne peut pas penser que le gouvernement fait la sourde oreille. Je pense que, en ce qui concerne le ministère des enseignements secondaires, aujourd'hui, il y a une réflexion qui est faite. Il y a une réflexion qui est faite pour voir comment on peut réduire les effectifs dans les salles de classe, tout en prenant tous les élèves qui ne peuvent pas rentrer dans les établissements privés. Et là aussi, je fais une virgule pour dire que je crois que la norme est rétablie. Autrefois, c'est les enfants des pauvres qui allaient dans les établissements privés parce qu'ils ne pouvaient pas trouver une place au lycée. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Tous ceux qui ont des moyens, tous ceux qui ont une vie assez aisée, leurs enfants ne sont pas dans le public. Vous m'entraînez là vers la deuxième préoccupation. Oui, oui. Un parent, aujourd'hui, quand il en a les moyens, oui, et qu'il veut inscrire son enfant à l'école, oui, vous m'expliquerez pourquoi et si ça ne vous choque pas, oui, vous qui êtes inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Donc un parent qui veut inscrire son enfant à l'école aujourd'hui, il pense, quand il a les moyens, au collège Jean Tabi, au collège Vogt, au collège Berban, au collège... Tout à fait. Est-ce que ça ne vous choque pas? Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Personnellement, cela ne me choque pas. Pour la simple raison que ceux qui enseignent là-bas, c'est les mêmes qui enseignent dans les établissements publics. Alors? C'est le personnel du public qui enseigne là-bas et on va vous dire que c'est les conditions. Et ils sont très mal payés par ces établissements
qui cherchent d'abord leur profit. Parce que tout compte, ce sont nos partenaires, nous les respectons, mais eux, ils ont d'autres objectifs qui ne sont pas forcément les objectifs de l'enseignement du public. Mais comment se fait-il que ce soit les mêmes enseignants, que ces enseignants ne soient pas bien payés dans le privé et que les privés fassent des résultats? Si vous prenez, vous avez parlé de certains établissements que nous appelons aujourd'hui des établissements de référence. Ces établissements, ils font un tri à l'entrée. Si vous n'avez pas 12 de moyens, vous ne pouvez pas entrer dans ces établissements. Donc, ils prennent les dés sont pipés à l'avance. Les dés sont pipés, il faut le reconnaître. Bon, mais ils forment des Camerounais et nous sommes avec eux. Nous travaillons avec eux et il faut quand même se dire que parmi ces établissements, il y a certains qui font un travail énorme, un travail d'encadrement. Mais qui est-ce qu'ils sollicitent? C'est toujours les inspecteurs, que ce soit les inspecteurs régionaux, que ce soit les inspecteurs nationaux, qui sont aussi les enseignants du public. Il y a donc ces établissements dits de référence, oui. Mais il y a également dans le privé de vrais dépotoirs, ce qu'on appelait à l'époque les écuries, et ça se passe au vu et au su de tout le monde. On vient encore de fermer une cinquantaine d'établissements clandestins. Oui. Comment se fait-il qu'on ne réussisse pas à maîtriser cette situation? Il semble que le Camerounais est très intelligent. Si vous fermez la porte, il sort par la fenêtre. Et si vous fermez la fenêtre, il sort par le plafond. On ne peut pas dire que le ministère des enseignements secondaires, par exemple, ferme les yeux qu'on ne voit pas. Il y a toute une inspection générale de services qui fait ce travail-là, qui marque ces établissements. C'est d'ailleurs pour cela que vous pouvez entendre qu'à l'approche d'une rentrée scolaire, on a fermé ces établissements. On doit les fermer parce qu'ils ne respectent pas. Ils ouvrent parce que l'intention n'est pas de punir. L'intention, c'est que ces personnes respectent la réglementation en vigueur. C'est tout. Ce n'est pas une volonté manifeste de fermer les établissements. Cela ne nous avance pas. On voudrait bien voir ces établissements fonctionner parce qu'ils forment des Camerounais. L'objectif, c'est quoi? C'est former un Camerounais qui puisse entrer dans le tissu social. On ne va pas... Il n'y a pas un autre objectif, que je sache. Alors, pour former les Camerounais, on a forcément besoin de livres. Je ne vais pas vous entraîner sur cette piste-là. Oui. Je vais laisser plutôt nos reporters parler de ce qui se passe dans les librairies, chez les éditeurs et quel est le chemin de croix des parents pour trouver le manuel scolaire. Agnès Solange Abessolo, Martine Noël Ndengue, Inès Magoum. Chez les libraires, c'est le pic d'activité. Des échanges courtois, parfois, devant des rayons moins achalandés, au grand désarroi des parents. Actuellement, là, on a acheté des sacs. Là, je cherche encore un livre pour mon garçon. Il reste à aller acheter les tenues. Et à compléter les livres, le matériel didactique. Qu'on a déjà trouvé, il y en a qui manquent beaucoup. Donc, on nous a donné rendez-vous à partir de mercredi. En attendant l'ultime rendez-vous chez le libraire, dernier coup d'œil sur les prix des listes officielles des livres, affichés aussi bien en librairie que dans les établissements scolaires où les inscriptions se poursuivent toujours. Vous êtes à la quête d'un manuel scolaire, pas de panique. Les livres sont bel et bien, pour leur grande majorité, disponibles, mais dans les bonnes librairies qui ont de l'argent pour faire des approvisionnements auprès des éditeurs. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de livres dans les librairies sont les petits libraires qui parfois n'offrent aucune garantie aux éditeurs. La petite lenteur qui pourrait s'observer dans la chaîne de distribution du livre s'explique. Le conseil est nouvellement institué optimalement pour que les résultats soient publiés dans un délai qui permette aux éditeurs d'avoir les 5 mois francs dont ils ont besoin pour que les livres soient disponibles. Il faut que la session du conseil se tienne en février
et qu'en mars au plus tard, fin mars au plus tard, les listes soient publiées, dûment signées. Les éditeurs, eux aussi, se veulent rassurants. Nous serons accepter la distribution des livres dont les éditeurs ne respectent pas la marge bénéficiaire des années antérieures. Le problème de pénurie des livres au programme dans les librairies du Cameroun part de là. Certains éditeurs imposent désormais une remise de 15 voire de 10% sur un livre acheté au lieu de 20% comme pour les années précédentes. Si les quelques éditeurs dont nous avons cité ici réussissent à imposer leurs 10% ou leurs 15% de remise, alors tout le monde va s'engouffrer et finalement le libraire va devenir l'esclave de l'industrie du livre au Cameroun. Le constat est clair, il faut clarifier les rôles de chaque maillon de la chaîne du livre et il faut le faire vite. Les libraires proposent donc à l'État de s'inspirer des exemples européens afin de fixer des taux de remise justes. Cas de la France, avec 30 à 35% de remise pour les distributeurs, 20 à 25% pour les libraires de détail, 10% maximum accordé aux bibliothèques et 6 à 10% accordé aux droits d'auteur. Pour les libraires, il ne s'agit là que d'une main tendue, leur seul souhait étant finalement de satisfaire tout le monde. Professeur Catherine Aoudjan Sata, je voudrais maintenant qu'on reparle de la professionnalisation des enseignements, notamment dans le secondaire. Quelle est votre propre analyse de la situation? La professionnalisation des enseignements, c'est d'abord l'enseignement technique. C'était la volonté de... Qui semble être jusqu'à ce jour un parent pauvre. Tout à fait. C'est un parent pauvre, mais nous souhaitons aujourd'hui renverser un peu la tendance qui veut que tous les enfants les plus intelligents... C'est un discours qu'on a souvent entendu. Oui, on l'a souvent entendu, mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer. Et si vous observez ce secteur, aujourd'hui, on a multiplié les filières. Il n'y a même pas de filière dans l'enseignement secondaire général, c'est juste parce qu'on en parle, parce que nous avons voulu élaborer un document de cadrage que les gens ont vu et on en parle. Mais à l'enseignement technique, on a développé les filières. Comment se développent ces filières? Nous allons d'abord chez les professionnels. On fait l'analyse des situations de travail. Et là, on interroge. Qu'est-ce qui est utile aujourd'hui pour la société camerounaise? Il y avait une série au lycée technique qu'on appelait sténodactylographie. Au XXIe siècle, vous parlez de sténodactylographie. Donc, il y a des filières qui vont disparaître, vraiment, et d'autres qui vont naître. On va, par exemple, harmoniser peut-être 2, 3 filières pour n'avoir qu'une seule filière, compte tenu des besoins du monde du travail. Tout ça, c'est dans le futur. Ce n'est pas dans le futur. Nous avons commencé tous ces changements. C'est effectif. À l'heure où je vous parle, l'inspecteur coordonnateur général chargé des techniques industrielles est en Chine pour la filière automobile. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit aujourd'hui. Ces changements, nous les avons commencés et nous comptons les poursuivre. Nous avons parlé un petit peu de la formation des agriculteurs au début de cet entretien. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'à ce jour, il n'y a qu'un seul lycée qui s'en occupe, le lycée d'Yabassi. Oui. Tout un début, c'est le lycée de Yabassi, mais c'est les lycées techniques et professionnels. On va les ouvrir sur l'ensemble du territoire, tout au moins dans 10 régions. Ce qui est plus proche de nous, nous avons, je crois, dans la Damawa, dans le nord également, le sud-ouest, le centre. On va ouvrir des filières, et le littoral aussi, on va ouvrir des filières conformément à la demande du monde professionnel. Et je ne pense pas que l'agriculture soit le parent pauvre aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un très bon projet avec le ministère de l'Agriculture. Et cette fois-ci,
avec les écoles normales des instituteurs, le PFRS. Ce projet va développer la filière agricole dans les énièges sur l'ensemble du territoire. Il s'agira de former des formateurs. Oui, parce que autrefois, il y avait, vous voyez, l'IPAR. Au départ, c'était l'IPAR, c'était l'Institut pédagogique avec vocation rurale. C'était ça. C'est un joli nom. Oui, joli nom. Et c'est cet institut qu'on a amené à Ngoumou. Et là, vous m'amenez à dire peut-être ce que je ne voulais pas dire. Les journalistes, ce n'est pas tout à fait sérieux. Parce que moi-même, je suis un produit de l'ENI de Ngoumou. Et là, nous apprenions les sciences agricoles. Et il faudrait bien qu'on revienne sur tout. Je ne sais pas ce qui se fait dans les ENI aujourd'hui, mais je pense que nous allons revenir sur la formation agricole, de telle sorte que lorsque ces enseignants vont sur le terrain, qu'ils puissent créer des espaces verts, qu'ils puissent créer des potagers avec leurs élèves. Et vous m'amenez également à rappeler qu'il y a un concours qui est lancé, le meilleur potager. Alors parlons du lycée d'Yabassi. Oui. On aimerait savoir qu'est-ce qui s'y passe en ce moment. Alors le lycée de Yabassi a été lancé il y a 2 ans. Nous avons eu le premier probatoire cette année. Tout s'est très bien passé. Et l'année prochaine, nous aurons le premier baccalauréat. Et le premier baccalauréat est le premier cap. Nous avons quelques filières, production animale, production végétale, et nous avons concomitamment la transformation. Et ces filières fonctionnent parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons des centres de formation agricole, je crois, c'est à Kumba. Donc les enseignants sont formés de ce côté-là et ils sont donc affectés, ils seront affectés dans ces établissements. Voilà, ça ce n'est pas de l'agriculture, mais c'est également un secteur d'avenir, c'est les TIC. On va évoquer la 5e édition de la journée des TIC et du numérique, qui a été célébrée cette semaine au Cameroun et c'était sous le regard de Agnès Solange-Abessolo. Le sujet est digitalement traité entre experts en entrepreneuriat numérique, soucieux de vulgariser et d'assouplir cette technologie dite intelligente. Maintenant, on est plus dans les objets connectés, la montre connectée. Le téléphone, vous marchez, le téléphone vous dit cette journée, vous avez fait 6000 pas ou 4000 pas. C'est l'Internet des objets connectés. Donc l'Internet évolue et c'est pour ça qu'on parle de technologie 4.0. Vecteur de l'accélération de la croissance, il favorise surtout la création des niches d'emplois nouveaux dans tous les secteurs d'activité et développe au niveau national des produits fabriqués localement. Des actions encouragées par le gouvernement qui assurent un encadrement certain des jeunes porteurs de projets innovants. Ce n'est pas en un jour qu'on devient un entrepreneur numérique. Donc le gouvernement identifie d'abord les talents, les encadre et maintenant on arrive aux cruciaux problèmes de financement. Parce que ce sont des jeunes entreprises. Il faut une structure qui joue l'intermédiation, une sorte de garantie. C'est donc tout ça qu'on est en train de mettre ensemble avec les start-up elles-mêmes. La 5e édition des journées TIC est donc une occasion propice pour multiplier des business plans susceptibles d'attirer les financements et les investisseurs. À l'ère des TIC qui triomphent partout, est-ce que l'école a encore du jus pour s'imposer? L'école restera. Parce que l'éducation, il faut un cadre approprié. Voilà pourquoi l'école va subsister. Est-ce que les TIC ne concurrencent pas fortement l'école? Les TIC ne peuvent pas concurrencer. Les TIC apportent une plus-value à l'école. Parce que nous allons utiliser les TIC pour rendre plus performantes mais le sentiment qu'on peut avoir, c'est que ce que disent les enfants aujourd'hui, pour la plus grande part, ils le tiennent des TIC et pas de l'école.
C'est ce qu'ils disent. Sauf que les TIC ne leur disent pas toute la vérité. Il faudrait quand même un encadrement. Deuxième question, la corruption. Est-ce qu'il faudra encore payer 50 000 cette année pour s'inscrire dans les lycées? Je ne sais pas là où on paye les 50 000. Peut-être qu'à la fin de l'émission... Posez la question autour de vous. Posez la question autour de vous. Vous allez me dire là où on paye les 50 000 et nous allons sévir. Voilà. Ça, c'est une promesse de fait. Et maintenant, le nouveau système de paiement électronique des frais exigibles. Pourquoi? C'était quel objectif? L'objectif, c'est la maîtrise d'abord la maîtrise des effectifs dans les établissements. Et aujourd'hui, on vient de nous parler du numérique. Le numérique ne va pas s'arrêter à l'extérieur. Le numérique, c'est aussi à l'école. Vous payez vos factures d'électricité par les mêmes voies. Pourquoi pas l'école? Vous avez quand même entendu la polémique qui s'est développée autour de cette décision. Tout à fait, il y a toujours des polémiques autour des innovations. Après, on arrive même à un consensus. Je termine en parlant à l'enseignante que vous êtes, qui est passée par toutes les étapes. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été institutrice, vous avez été professeur dans le secondaire, vous êtes aujourd'hui maître de conférences et enseignante dans le supérieur. Alors, professeur, après ce parcours et en observant notre société, où je n'ai pas besoin de dire les valeurs perdent de la valeur, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'école a une part de responsabilité dans cette situation? Oui, l'école peut avoir une part de responsabilité, mais j'aime souvent le dire, les responsabilités sont partagées parce que les parents... ne dédouane pas l'école. Oui, cela ne dédouane pas l'école. L'école a sa responsabilité, mais il faudrait que nous puissions travailler dans une sorte de synergie aujourd'hui, que le parent sache exactement comment son enfant évolue une fois sorti de la maison, qu'est-ce qu'il devient. Et l'école maintenant, lorsqu'on a dit que le cours c'est 1 heure de temps, que l'enseignant puisse effectivement être en classe avec l'élève pendant 1 heure de temps et qu'il rende compte à l'administration lorsque l'élève n'a pas été là pendant son cours. Est-ce que l'enseignement de la morale n'a pas, peut-être pas disparu, mais n'a plus la place que cet enseignement occupait? Je pense plutôt qu'on a renforcé l'enseignement de la morale avec ce que nous appelons aujourd'hui l'éducation à la citoyenneté et à la morale. Oui, on a renforcé. C'est suffisant? C'est plus que suffisant parce que nous avons également l'accompagnement de l'UNESCO, nous avons l'UNICEF, nous avons la CONAC qui propose des modules. Et ces modules sont intégrés dans les matières qui sont déjà enseignées. Nous les appelons les matières d'accueil de ces modules. Donc, on a plutôt renforcé l'enseignement de la morale. Sauf que nous évoluons dans un environnement qui est peut-être propice à la délinquance et il appartient à chaque maillon de la chaîne de faire effectivement son travail. De l'art de prêcher pour sa chapelle. Je vais vous remercier maintenant d'être venu malgré votre intense activité en prévision de la rentrée. Et que peut-on vous souhaiter au début d'une nouvelle année scolaire? Beaucoup de succès. Merci Alain Bélibi. C'est plutôt moi qui vous remercie pour cette place que vous donnez à l'éducation pour éclairer la lanterne de la communauté éducative. Une fois de plus, une bonne rentrée à tous et à chacun. Actualité Hebdo ce dimanche, c'était avec Madame l'inspecteur générale des enseignements au ministère des enseignements secondaires, le professeur Catherine Aounja Nsata. Merci Madame, Monsieur pour votre très aimable attention. Passez une bonne semaine et à dimanche.